Bonjour, alors aujourd'hui on va voir quelques développements, toujours dans le cadre de la leçon 105, 102 pour les internes, 105 pour les externes, sur les groupes de permutation d'un ensemble fini et application, et puis il y a un titre équivalent pour les internes. Bien, alors les développements, il y en a il y en a pour tous les goûts, on va dire. Je vais commencer par le plus classique. Là, ici, ça va être vraiment une série de grands classiques. Et bien sûr, le classique des classiques, c'est que AN est simple pour n différent de 4. Voilà. Celui-ci, il est technique. Il faut faire attention. Il est un peu ingrat quand même, parce que un jury l'a vu un certain nombre de fois. Donc, il faut faire attention aussi à ce genre de choses pas très original, où il y a une difficulté réelle d'exécution, parce que c'est technique, mais pas une difficulté ressentie par le jury, parce qu'il l'a vu plusieurs fois, puis au bout d'un moment, à force de le voir, on a l'impression que c'est très simple, c'est le cas de dire, mais bon, voilà, AN est simple pour n différent de 4. Bon, d'abord, faut quand même, quand on aborde ce sujet-là, faut savoir l'impact que ça a eu dans les mathématiques, et entre autres pour la résolution des équations par radicaux, hein, à l'époque de Galois, Abel. Ici, AN est simple, ça va se démontrer, on prend un groupe G qui est distingué dans AN, G non trivial, d'accord, différent du groupe trivial, et il faut montrer qu'il existe un petit g dans grand G, tel que G est un 3 cycles. Voilà. Alors, pourquoi ça suffit? Alors, c'est parce que AN est engendré par les 3 cycles, hein, d'accord? Voilà. Et que les 3 cycles sont tous conjugués. Et attention, il faut bien insister, AN conjugué. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important parce que, bon, une fois qu'on aura fait le cas trivial n égale 2, n égale 3, on va passer directement à n égale 5. Et ici, il va y avoir une justification qu'on a commencé à 5. Que ce 5, qui est bien connu dans le problème de résolution d'une équation par radicaux, comment il apparaît? Eh bien, c'est que on sait que les 3 cycles sont tous Sn conjugués. 2 permutations sont conjuguées seulement si elles ont les mêmes longueurs de cycles dans la décomposition en cycles disjoints. Donc ça, c'est super important. Donc les 3 cycles sont tous Sn conjugués, mais il faut montrer qu'ils sont AN conjugués. Si on a sigma qui envoie un 3 cycles IJK sur un autre 3 cycles I', J', K', et si sigma n'est pas dans AN, alors on peut mettre ici, on peut ajouter ici un RS, d'accord? RS différent de IJK, et ici donc ça va faire RS-1 qui va se mettre là, et ça va rien changer ici, hein, parce que RS et S sont différents de IJK, donc ça va commuter, et donc ça va faire qu'on aura un élément de AN, puisqu'on a multiplié par une transposition, quelque chose qui était déjà de signature -1. Donc on est bien dans AN, et cette formule est encore valable. Donc vous voyez la nécessité d'avoir 5, parce que 5 c'est 3 plus 2. Voilà, donc là le mot est lâché, 5 est égal à 3 plus 2, donc tous les 3 cycles sont conjugués pour AN, dans AN. Et ce qui va se passer, c'est que à partir du moment où on aura un 3 cycles, on aura tous les 3 cycles, parce que G est distingué, et tous les 3 cycles engendrent AN, donc G sera égal à AN. Voilà le truc. Mais maintenant, comment obtenir un 3 cycles? Alors là, c'est toujours pareil, l'astuce, c'est ce qu'on appelle l'ajout d'invariants.
C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a un élément qui n'est pas neutre, on ajoute des invariants, Regardez la preuve de SON simple pour n impair, vous allez voir, c'est exactement le même genre de preuve. La preuve, c'est un ajout d'invariants, c'est-à-dire on va partir d'un sigma dans G, qui est non neutre, et on va supposer que ce n'est pas un 3 cycles, voilà, et à partir du moment où ce n'est pas un 3 cycles, on va créer un commutateur par un certain taux. Donc on va mettre taux, sigma, taux moins 1, sigma moins 1, de sorte à ce qu'il y ait moins d'invariants tant que ce n'est pas un 3 cycles. Voilà. On dit que on a au moins 3 éléments qui sont non invariants. Il ne peut pas y en avoir que 2. D'accord ? Donc au moins 3. S'il n'y en a que 3, c'est un 3 cycles. S'il y en a un quatrième, ça ne peut pas être un 4 cycles, donc forcément il y en a un cinquième. Et on va prendre taux égale KRS, de sorte, on suppose que I est envoyé sur J. Si I est envoyé sur J, J forcément fait partie aussi de la liste des non-invariants, parce que J ne peut pas aller vers J, puisque c'est déjà I qui va vers J. Et donc, ce que j'écris ici, c'est les non-invariants. Si j'en ai pas 3, alors directement, je sais que j'en ai au moins 5. Et je vais prendre I qui va vers J, et je conjugue par KRS, et j'obtiens un élément qui est bien dans G, parce que ça, c'est dans G, ça, c'est dans G aussi, donc le produit est dans G, d'accord, parce que c'est un sous-groupe qui est distingué, et on vérifie que lui stabilise I, donc il y a moins d'invariants, et que les invariants, évidemment, de sigma restent invariants. Donc on a strictement moins d'invariants, et on arrive petit à petit au nombre minimal d'invariants, qui est le 3 cycles. Alors il y a des cas à faire, il y a des choses, c'est un peu technique, mais pourquoi pas, c'est un joli développement pour la communauté mathématique. En tout cas, c'est quelque chose qui est important dans l'histoire. Ensuite, le groupe des isométries du tétraèdre, bon, c'est S4, alors on prend un tétraèdre régulier dans l'espace, affine-euclidien, et on dit que le groupe, si je l'appelle G, qui fixe le tétraèdre régulier, ici, doit fixer les sommets. Donc il y a un passage un peu technique basé sur la notion de barycentre, et du coup, il fixe globalement l'ensemble des sommets, ce qui fait que G agit sur les 4 sommets, donc on a un morphisme entre G et S4. À partir de là, les choses sont assez claires. Le noyau de ce morphisme, c'est les gens ici, les isométries, qui fixent point par point les 4 sommets. Donc ça fixe un repère, donc par le théorème fondamental, c'est l'identité. Donc on a une injection, et pour la surjection, on se sert du fait que S4 est engendré par les transpositions, et il suffit de voir comment les transpositions se réalisent comme des isométries, ici, et ça va se réaliser, par exemple, si on veut échanger ces deux-là et fixer ces deux-là, si on échange ces deux-là, ça veut dire qu'on fixe le milieu, et donc ce que je suis en train de faire, si je les appelle 1, 2, 3, 4, je suis en train de réaliser la transposition 1, 2 dans G, et là je vais avoir un plan ici, d'accord, je vais avoir un plan, et la symétrie par rapport à ce plan, la symétrie orthogonale, on vérifie qu'elle est bien, c'est bien une isométrie du tétraèdre régulier. Donc comme on a un système de générateur dans l'image, on va avoir un isomorphisme, et ce qui nous permet on a le temps dans le développement de parler d'un certain dictionnaire. Ça dépend du temps qu'on a consacré à la partie barycentrique, qui est un peu technique de géométrie affine. Voilà pour le groupe des isométries du tétraèdre. Vous pouvez le trouver dans Nouvelle Histoire héléniste, groupe et de géométrie, le tome
2, chapitre 12. Enfin, A5 est le seul groupe simple d'ordre 60, un grand classique que vous allez trouver dans le Perrin, que vous allez trouver dans le Rombaldi, etc., dans plein de choses, le Spire-Glace. Bon, alors, c'est un grand classique, j'en ai déjà parlé pour la leçon 101 récemment, dans les développements, donc je vais pas détailler. En tout cas, il a un bon placement, et surtout, faites attention, il faut connaître les silos. Il n'y a pas beaucoup de preuves, en tout cas dans les livres, qui n'utilisent pas le fait que un groupe simple d'ordre 60 a forcément 5 silos. Si vous ne maîtrisez pas les silos, bah, passez votre chemin. Hein, parce que là, bon, on va avoir toute une histoire assez jolie, où notre groupe simple d'ordre 60 va être petit à petit, va s'injecter dans S6, puis s'injecter dans A6, parce qu'il est simple, puis il va s'injecter dans le groupe A6 quotienté par son propre, par lui-même, par action à gauche, et puis, comme il va stabiliser un élément de lui, la classe de l'élément neutre, il va s'injecter dans S5, et il va s'injecter à la fin dans A5. Donc c'est vraiment une très jolie histoire, qui utilise les groupes dérivés et tout. Donc, mais si vous ne connaissez pas les silos, là ça risque d'être très très gênant de parler de ça. Voilà, on va voir maintenant une autre série de développements, peut-être un peu moins classique. Alors, il y a les isomorphismes exceptionnels qu'on peut trouver dans Carnet de voyage en algébrie. Alors, bon, PSL2 de F5 est isomorphe à A5. Alors, ça n'étonnera pas la personne qui sait que ce groupe-là, ici, est simple. C'est le groupe SL2 de F5, hein, quotienté par son centre, ici, c'est-à-dire par ses homothéties. Ça, c'est simple, et qu'il est d'ordre 60, et que le seul groupe simple d'ordre 60, c'est A5. Bon, ça, bien sûr. Mais, sinon, il y a une façon assez élégante de le faire, en disant que SL2 de F5 agit sur les droites, d'accord, les droites vectorielles du plan sur F5, et des droites, on en compte 6, c'est-à-dire 5 plus 1, et donc on passe au quotient, parce que les homothéties, elles agissent trivialement sur les droites, donc on passe au quotient, et du coup, on va s'envoyer sur S6, et on arrive à montrer que, après une grande aventure, qu'on peut restreindre ceci à A5, comme dans l'autre, un petit peu comme dans le développement précédent sur les groupes simples d'ordre 60. Voilà. Pour ceux qui ont besoin d'un peu plus d'adrénaline, dans le tome 2 de H2G2, cette fois-ci, pas de nouvelles histoires, les histoires, il est de 2015, dans tome 2, chapitre 12, on a mis des trucs un peu plus exotiques encore, comme du style PSL2 de F9 est isomorphe à A6, et GL4 de F2 est isomorphe à A8. Donc c'est toujours des isomorphismes exceptionnels, et aussi ceux-là, il faut les regarder avec un petit peu le recul de l'histoire des maths, c'est-à-dire que au moment de la classification des groupes simples, il y avait des séries, comme par exemple la série des AN pour n différent de 4, la série des PSLN de FP pour NP différent de 2 et de 3, et c'était des séries de simples, mais il y avait dans ces séries des isomorphismes. Il y avait des groupes simples qui appartenaient à des séries différentes et qui étaient pourtant isomorphes, donc il fallait quand même le noter. D'autant plus que c'est intéressant parce que ces isomorphismes exceptionnels nous font basculer d'un certain problème, par exemple ici combinatoire, vers un problème plutôt géométrique, qui tient de la géométrie finie.
Voilà, donc ce genre de basculement peut ouvrir à des solutions, parce qu'un problème qu'on aurait ici et qui serait difficile à résoudre peut devenir plus simple, mais on ne va pas revenir sur cette magnifique ouverture de l'algèbre qui défie les frontières. Voilà. Autre chose, Frobenius, Zolotarev. Alors ça aussi j'en ai déjà parlé. Tout ça en fait, il y a beaucoup de développement en commun entre cette leçon-là puis la leçon sur les actions de groupe. Vous remarquerez, c'est normal. C'est que le symbole de Legendre de 2P c'est -1 puissance P2 -1 sur 8, quand P est un premier impair. Alors pourquoi? Bon, j'en avais aussi un peu parlé dans la leçon 101. Ici, on regarde le morphisme de Z, du groupe multiplicatif Z sur PZ étoile dans les permutations de Z sur PZ étoile, c'est-à-dire SP-1, moralement, qui à A donne le morphisme de multiplication par A. Comme A est inversible, la multiplication est une bijection de Z sur PZ étoile dans lui-même, donc il permute, et on regarde la signature de cette permutation. Donc pour A égale 2, c'est très facile de calculer la signature de cette permutation en regardant son nombre d'inversions. Bon, c'est très facile, ça prend quand même la tête, il faut y réfléchir un moment, c'est un peu technique, mais c'est quand même pas difficile. Voilà. Et en fait, on arrive à montrer que cette signature est égale au symbole de Legendre par le fait que Z sur PZ étoile est cyclique, et finalement des morphismes surjectifs de là vers là, donc lui il est cyclique d'ordre pair, et des morphismes de là vers là, il y a le trivial et il y a le surjectif, il n'y en a que deux, donc ils sont forcément égaux. Au final, pour A égale 2, on compte P puissance 2 moins 1 sur 8 inversion, à la permutation M2 finalement, et donc ça nous fait cette égalité, elle tombe vraiment de façon très très élégante. Zolotarev avait tenté de se faire respecter en mathématiques en trouvant une nouvelle preuve de la loi de réciprocité quadratique, et il s'en est sorti brillamment avec ce genre de considération. Voilà. Ensuite, le lemme de Brouwer, très joli, c'est que, bon, alors, on se doute que si sigma et sigma prime sont Sn conjugués, alors les matrices de permutation P sigma et P sigma prime sont GLN conjuguées. C'est normal, puisque quand on va écrire, si elles sont conjuguées par taux, on va écrire P taux, P sigma, ça c'est la matrice de permutation, de la permutation sigma ou du taux, et là, -1, ça va être égal, parce que sigma donne P sigma, c'est un morphisme de groupe, taux sigma, taux -1, et donc c'est P sigma prime. Donc dans ce cas-là, c'est très facile. Mais dans l'autre sens, si il existe un élément de GLN qui les conjugue, ces deux matrices, est-ce que sigma et sigma prime sont conjugués dans Sn? Alors ça, c'est vraiment un problème qui est aussi au cœur de la leçon, les classes de conjugaison. À partir d'invariants de similitude, il faut retrouver mi de sigma, c'est-à-dire le nombre de cycles de longueur i dans sigma. Alors, on va essayer de tirer ceci de la classe de conjugaison. Donc on va prendre des invariants ici, et on prend, entre autres, la trace des P sigma exposant J. Ça va être un invariant, et c'est égal à la trace des P sigma exposant J comme ceci. Donc ça nous donne le nombre Lj égal de sigma. C'est le nombre d'invariants, parce que la trace d'une matrice de permutation, on sait que c'est son nombre d'invariants, donc c'est le nombre d'invariants de sigma j. Voilà. Et donc, on peut regarder maintenant, à partir de là, si on ne peut pas récupérer
les MI de sigma à partir des LJ de sigma. Et en fait, on a une formule qui nous donne facilement que LJ de sigma, c'est égal à la somme pour I avec, bon, on va mettre 1 si I divise J, donc on prend que finalement les diviseurs, fois MI de sigma. Et donc, on peut récupérer, grâce à un système triangulaire, les MI de sigma à partir des LJ de sigma. Alors, le seul problème, c'est que on est obligé d'être en caractéristique 0. Pourquoi? Parce qu'en caractéristique nulle, quand on obtient la trace, c'est un élément du corps. Donc, quand on obtient la trace, on a vraiment les LJ de sigma. Sinon, on les a modulo P, si on est en caractéristique P. Donc, on ne sait pas exactement qui sont les LJ de sigma, sinon modulo P, quand on est en caractéristique P. Donc ça demande de la caractéristique 0 pour être sûr de combien valent les LJ de sigma, c'est-à-dire la trace. La trace, on sait combien elle vaut, mais c'est le nombre d'invariants, mais modulo P, ici. Voilà, alors en caractéristique 0, c'est une vraie égalité. Voilà, donc ça, c'est quelque chose quand même d'intéressant. Maintenant, il y a une variante un petit peu plus difficile, où on peut généraliser à la caractéristique quelconque. Alors, comment on fait? Ben, on appelle CI de sigma le nombre de cycles à support disjoint dans sigma. Et ce qu'on sait, c'est que CI de sigma, alors maintenant il faut faire le lien entre Sn et GLN, c'est que ça, c'est assez facile à démontrer, c'est la dimension du sous-espace propre de P sigma pour la valeur propre 1. Voilà. En fait, à chaque fois qu'on a un cycle, dans la décomposition en cycle à support disjoint, je compte aussi les invariants. Quand je vais faire la somme des vecteurs de la base canonique correspondant aux éléments du cycle, ça va créer globalement un invariant. D'accord, si vous avez un cycle 1, 2, 3, vous faites E1 plus E2 plus E3, et ben, il va être envoyé par P sigma, E1 va être envoyé sur E2, E2 sur E3, E3 sur E1, et globalement, on va avoir un invariant. Voilà, donc c'est ceci, et on arrive à montrer, donc maintenant, est-ce qu'on arrive à obtenir le nombre de cycles de MJ, de sigma? Eh bien, il y a une formule qu'on arrive à démontrer, c'est que MJ de sigma, c'est égal à la somme, indice I, de I PGCD de IJ, CJI, de sigma. Voilà. Donc, ce qu'on arrive à montrer, c'est que CI de sigma, c'est égal à la somme pour J allant de 1 à N, de PGCD de IJ, MJ de sigma. Donc, je peux récupérer les MJ de sigma. Alors, cette fois-ci, ça, c'est une vraie formule. On est en caractéristique 0. Disons, on est dans Z, on est dans R, on est dans Q, on est dans ce que vous voulez. On peut récupérer, parce que j'ai pris des dimensions, j'ai pas pris des traces, donc là c'est du vrai, ce que vous voyez, c'est exactement ce que vous avez. What you see is what you get. Et donc, MJ de sigma, on peut le récupérer si on inverse cette matrice. Après, il faut montrer que la matrice des PGCD, comme ça, c'est une matrice inversible. Et cette matrice, c'est une matrice symétrique réelle, et avec une méthode de Gauss, d'obtenir sa signature et de voir que, en fait, elle est tout à fait inversible. Et donc, on peut récupérer MJ de sigma en fonction de ça. Et en fait, globalement, c'est très joli, parce qu'on récupère des invariants totaux de similitude pour Sn, grâce à des invariants partiels, cette dimension, là, ici, qui a un invariant de similitude,
D'accord, hein, quand on va prendre quelque chose de similaire, ben, on va avoir la même dimension des sous-espaces propres, et bien à partir d'un variant partiel, hein, de similitude ici. C'est vraiment quelque chose d'assez élégant que vous pouvez trouver, parce que donc j'en profite pour vous montrer le dernier bébé, carnet de voyage en algébrie, où il y a ce développement, la nouvelle édition revue et enrichie. Et oui, pour voyager librement dans l'espace Schengen de l'algèbre. Allez, bon courage à tous.